Alors, si jamais ça interrompt, M. Simard, le temps que je me relogue là, à la présentation, à votre présentation. M. Simard, si vous pouviez le mettre en mode plein écran. Pour en mode plein écran. Parfait. Alors, je vais vous... Madame Bastien? Moi, je vois... Oui, je ne vois pas ça en plein écran. J'ai demandé plein écran. Il est en plein écran actuellement. Moi, je le vois en plein écran. OK, c'est bon. Écoutez, merci de nous accueillir. Merci à M. Beaulieu et à toute votre équipe de nous accueillir. Et surtout, merci aux étudiants d'être là aujourd'hui et de nous offrir votre temps précieux pour qu'on puisse vous parler aujourd'hui. Alors, M. Simard et moi, c'est avec grand plaisir qu'on est ici cet après-midi. On va essayer de faire un tour d'horizon. On a beaucoup de choses à vous présenter, mais on veut surtout se laisser un peu de temps pour discuter à la fin. Donc, n'hésitez pas là, à poser des questions. Alors, en premier, on voulait vous présenter un peu le cadre de notre présentation. On va d'abord, M. Simard, si vous voulez... vous avez le contrôle sur la présentation. Donc, je vais vous... Alors, ça prend un petit peu de temps pour que ça apparaisse à mon écran, mais on voulait d'abord vous présenter ce qu'est la FSP. Par la suite, là, je ne vois pas la présentation, M. Simard, là, je ne vois pas le changement. Je ne sais pas si c'est seulement moi. Là, qu'est-ce que vous voyez actuellement? La première page. Pour moi, je vois la deuxième, donc je ne sais pas si c'est gelé de votre côté. Ah, c'est peut-être moi qui a un problème, là. Est-ce qu'on est dans la deuxième page, là? Est-ce que tu vois... Donc, c'est mon problème. OK, donc c'est bien. Ça prend un peu de temps avant que ça arrive. Alors, donc, vous savoir un peu ce qu'est la Faculté des études supérieures et postdoctorales, en savoir un peu plus sur l'université, puis en savoir peut-être un peu plus sur votre faculté. Et pour pouvoir situer tout ça, on a pensé commencer par vous présenter le plan, une espèce d'organigramme de l'Université Laval. Alors, l'organigramme de l'Université Laval, là, il va prendre un petit peu de temps avant d'apparaître sur mon écran, je suppose. Donc, mais vous voyez au centre, là, peut-être avant de parler de l'organigramme, ce que j'aimerais vous rappeler, c'est que vous êtes à l'Université Laval parce que vous êtes d'abord des étudiants et des étudiantes inscrits dans un programme. Bien sûr, vous faites votre recherche dans un centre de recherche. Et ce centre de recherche-là, évidemment, c'est un moyen qui est très pratique pour partager des équipements, partager des connaissances, partager des laboratoires, partager des infrastructures, des façons de faire. Et c'est tout à fait correct que les gens mettent ensemble des ressources pour faire de la recherche et faire de la recherche de pointe. Mais vous êtes d'abord et avant tout des étudiants de l'Université Laval et des étudiants inscrits dans un programme. Et on va y revenir tout au long de la présentation. Maintenant, on va parler un peu de l'organigramme de l'université pour essayer de situer où est la FSP, qu'est-ce que la FSP fait, donc la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Et ne vous en faites pas si l'organigramme est petit. On ne passera pas beaucoup de temps sur l'organigramme, mais je pensais que c'était utile de vous le présenter. Évidemment, dans le carré rouge central, c'est le rectorat. Donc, l'Université Laval est dirigée par une rectrice qui s'appelle Mme Sophie Damour. Et cette rectrice ou ce rectorat-là, évidemment, il y a beaucoup d'entités, plusieurs regroupements, plusieurs services qui aident la rectrice, en fait, et son équipe à diriger l'Université Laval. Et vous voyez, moi je ne le vois pas, mais l'image va arriver, j'imagine, un peu plus tard. Vous voyez qu'il y a le bureau de l'ombudsman un petit peu en haut à droite.
On va y revenir au cours de la présentation. Vous voyez au milieu de la page à droite le Centre d'intervention et de prévention des violences de caractère sexuel. On va y revenir. Vous voyez le Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement. On va y revenir aussi. Alors, vous voyez, ce sont des entités qui font des recommandations aux instances conseil d'administration, notamment, pour aider la rectrice à diriger l'université. La rectrice le fait, et là, je vais aller vers le bas de l'image, elle dirige dans les faits quotidiennement l'université à partir d'un certain nombre de vice-rectorats, donc de regroupements de personnes qui travaillent avec des objectifs bien précis. Et un vice-rectorat qui est très utile et qui est celui qui est le deuxième là, à gauche, qui est le vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes. Et donc, je vais vous parler un peu plus de ce vice-rectorat-là. Ce qui n'apparaît pas sur cette image, ce sont l'ensemble des facultés disciplinaires. Et vous les voyez ici, l'ensemble des facultés disciplinaires. Alors, ces facultés relèvent aussi de la rectrice, donc du rectorat de l'Université Laval. Il y en a 16 ici. Alors, pour vous, vous faites probablement, vous êtes inscrit dans un programme de médecine ou encore de sciences et génie, peut-être. Alors, vous êtes inscrit à l'Université Laval dans des disciplines qui relèvent de ces facultés-là. Je vous parlais du vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes parce que la FESP, la Faculté des études supérieures et postdoctorales, relève de ce vice-rectorat-là. Et vous voyez, ce vice-rectorat-là dirige aussi la bibliothèque, le bureau du registraire, donc la Direction générale de la formation continue, le service de soutien à l'enseignement, donc tout ce qui relève de l'enseignement, de l'encadrement des étudiants relève de ce vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes. Et donc, c'est simplement pour vous situer où est la FSP et vous, en tant qu'étudiant, vous êtes où dans cet organigramme-là, dans cette communauté-là? Vous êtes inscrit à l'université dans un programme disciplinaire d'une des 16 facultés qu'on voit à l'écran. Alors, je vais céder la parole à M. Simard qui va nous parler de la FSP elle-même, de son mandat et ce qui nous amène à vous parler aujourd'hui. Alors, pourquoi? Quel est le mandat de la FSP qui amène M. Simard et moi à vous parler aujourd'hui? Merci beaucoup, Mme Bastien. Donc, comme le situait Mme Bastien, la Faculté des études supérieures et postdoctorales relève du vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes. Et donc, la FESP a un mandat bien précis à l'Université Laval. On joue un rôle bien particulier. Donc, rapidement, la FESP est là pour mandat général d'assurer le leadership institutionnel pour tout ce qui touche les études supérieures et postdoctorales. Donc, toutes les études supérieures, les étudiants des cycles supérieurs de maîtrise recherche, de doctorat, comme c'est votre cas, tout ce grand domaine des études supérieures, c'est la FESP qui en assure le leadership institutionnel. Elle appuie constamment les facultés dans l'ensemble des programmes pour tout ce qui concerne les activités de deuxième cycle, les activités de troisième cycle. Je pense par exemple à l'examen de doctorat. Tout ce qui concerne aussi les stagiaires postdoctoraux. C'est la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Elle offre aussi des services de soutien à l'ensemble de la communauté étudiante et, élément fondamental, vous allez en entendre parler régulièrement dans notre présentation, elle assure la qualité de l'encadrement au cycle supérieur. Alors, parlons précisément de l'encadrement au cycle supérieur, la qualité de l'encadrement offert aux étudiantes et aux étudiants des cycles supérieurs est au cœur de la mission de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. C'est l'une de nos missions, ce n'est pas la seule, mais c'est l'une de nos missions et c'est une mission que nous estimons centrale, fondamentale. Alors, qu'est-ce que l'encadrement aux études supérieures? Très rapidement, on peut en donner une définition, si vous voulez, sommaire, rapide. L'encadrement aux études supérieures se rapporte au soutien pédagogique que vous recevez, au soutien scientifique que vous recevez, administratif, offert aux étudiantes et aux étudiants dans l'élaboration et la réalisation de votre projet de formation, la réalisation de votre projet de recherche, de même que votre insertion
professionnelle. Donc, une définition générale de cet encadrement aux études supérieures. Alors, comment on assure à la Faculté des études supérieures? Comment on s'assure de la qualité de l'encadrement? Si vous aviez mon âge, il y a au moins, bon, j'ose pas le dire, mais quand j'ai fait mes études, notamment à l'Université Laval, mais pas seulement, mais en tout cas à l'Université Laval, quand j'ai fait mes études de doctorat, on parlait assez peu de la qualité de l'encadrement. Et depuis, je dirais, une dizaine d'années, et c'est fort heureux que ce soit ainsi, on parle de plus en plus de la qualité de l'encadrement aux études supérieures, au cycle supérieur pour les étudiants inscrits à la maîtrise, recherche, au doctorat. Alors, de quelle manière la Faculté des études supérieures et postdoctorales assure-t-elle la qualité de l'encadrement? Donc, on a mis en place, depuis un certain nombre d'années, puis on continue à le faire, un certain nombre de mesures pour s'assurer de la qualité optimale de l'encadrement aux études supérieures. Il y a d'abord la politique d'encadrement des étudiantes et des étudiants à la maîtrise, avec mémoire ou le doctorat. Je vais simplement faire l'énumération et ensuite, dans la suite de la présentation, on va examiner des points précis de la politique d'encadrement des étudiantes et des étudiants à la maîtrise avec mémoire et au doctorat. Il y a aussi, et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais si vous n'en avez pas entendu parler, il n'est plus que temps que vous en entendiez parler. Il sera question du plan de collaboration. Et il y a un dernier outil, parmi d'autres. Il y a aussi des ateliers que nous destinons aux membres du corps professoral qui encadrent des étudiantes et des étudiants. Donc, les professeurs ne sont pas laissés à eux-mêmes dans l'encadrement. On leur offre également un soutien à l'encadrement pour faire en sorte que cet encadrement devienne optimal. Donc, premier point, examinons d'abord des éléments essentiels de la politique d'encadrement des étudiantes et des étudiants à la maîtrise, et je vais céder la parole à Mme Bastien. Je vais attendre que la Oui, c'est un peu curieux, ça. Oui, ça n'apparaît pas sur mon... Puis là, je vais commencer, M. Simard, puis quand ça va apparaître, je vais prendre la relais. Bien. Donc, la politique d'encadrement des étudiantes et des étudiants, tout à l'heure, à la fin de la présentation sur la politique, nous allons vous fournir le lien pour prendre connaissance, pour lire cette politique in extenso. Donc, les objectifs de cette politique, rapidement. Donc, cette politique vise à favoriser chez les étudiants inscrits à un programme de maîtrise ou de doctorat, d'abord et avant tout, l'atteinte des objectifs de ce programme de formation. Il faut, vous avez été admis, vous êtes inscrit dans un programme et la politique vise à atteindre les objectifs de formation, à faire en sorte que vous réussissiez ce programme, que vous atteigniez les objectifs de formation. Ensuite, à soutenir la réflexion collective. C'est une réflexion qui appartient pas seulement à la FESP, mais c'est une réflexion collective également sur les exigences propres à l'encadrement aux études de maîtrise et de doctorat. Et enfin, objectif de cette politique, favoriser le développement et le maintien, et ça c'est absolument central, d'une relation fructueuse entre l'étudiant et sa direction de recherche, ce qui suppose, de part et d'autre, des responsabilités et des devoirs. Les responsabilités et des devoirs pour l'étudiant, les responsabilités et des devoirs pour la direction de recherche, on peut le dire également de la direction de programme. Donc, examinons d'abord les responsabilités de l'étudiant. Alors, Mme Bastien. Oui. Alors, les responsabilités, attendez une seconde, je remets, je vais partir ma présentation. Alors, vous voyez, on va passer à travers certaines responsabilités de l'étudiant, mais vous sachez qu'il y a le pendant aussi pour la responsabilité des encadrants, donc des professeurs qui encadrent. Il y a les mêmes éléments qui apparaissent ou à peu près pour les responsabilités des professeurs. Alors, la première chose qui nous apparaît essentielle, c'est que l'étudiant doit évidemment avoir une part active dans sa formation. Alors, l'étudiant, il doit être engagé, l'étudiante doit être engagé, comme le professeur doit être engagé dans la relation d'encadrement, bien sûr, mais l'étudiant aussi. En ce sens-là, c'est une responsabilité qui est partagée entre l'encadrant et la personne qui est encadrée. Alors, évidemment, c'est ce qui implique avoir un sens des responsabilités, un engagement et un intérêt marqué pour son programme d'études, bien entendu. Alors,
on veut sentir que l'étudiant prend ses responsabilités et met l'énergie, l'effort qui est requis pour évidemment la réussite de son programme. Alors, et la réussite évidemment de ses activités de recherche. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que l'étudiant accorde donc toute l'attention, on l'a bien mentionné, et fait preuve de diligence dans la réalisation de ses travaux. Donc, s'il est engagé, bien évidemment, il est attentif, il prend en compte l'étudiant ou l'étudiante prend en compte les remarques, les conseils que lui donne son encadrant. Donc, il est actif, il est diligent, il prend les choses au sérieux, il respecte les échéanciers, tant que faire se peut, bien entendu, parce que dans la recherche, comme vous savez, il y a plein d'aléas dans la recherche. Hein. Si on fait de la recherche, c'est qu'on n'a pas encore trouvé la solution, bien entendu. Alors, voilà. Et donc, on établit avec son directeur ou sa directrice de recherche un plan de collaboration. On va y revenir au plan de collaboration. Alors, évidemment, tout ceci se fait avec la connaissance des politiques et des règles dans un contexte normatif qui existe à l'Université Laval. Donc, les règles sur le plagiat, sur l'éthique en recherche, évidemment, l'ensemble des règles. Et comme je le disais, bien évidemment, la relation encadrant-encadré, c'est une relation qui est basée sur la confiance. Cette confiance-là, elle se construit au fur et à mesure, hein, et elle doit prendre place, elle doit s'installer, cette confiance-là, et donc on doit être réceptif l'un et l'autre aux suggestions de l'un et de l'autre. Donc, l'étudiant doit être réceptif aux conseils et aux suggestions de son directeur, surtout au doctorat lorsqu'on est en début, ou à la maîtrise lorsqu'on est en début de programme, en début de recherche. Bien sûr, au doctorat, la personne est amenée à prendre une autonomie. Donc, vers la fin du doctorat, évidemment, la personne, l'étudiante est beaucoup plus autonome. Mais au début, évidemment, il faut là, avoir une relation cordiale, puis être réceptif au conseil. Hein? Donc, et évidemment, l'étudiant, le directeur de recherche, la direction de recherche doit travailler ensemble pour s'assurer de la progression des travaux. Donc, l'étudiant aussi doit proposer à son directeur, à sa direction de recherche, que son travail avance et sollicite l'aide de sa direction de recherche lorsqu'il y a des défis nouveaux auxquels il n'est pas habitué, auxquels il n'y a pas la réponse. Donc, il y a des moments particuliers où, dans le cheminement, on doit prendre des décisions. Est-ce qu'on utilise telle technique ou un autre? Est-ce que je fais mon examen doctoral à cette session-ci ou plus tardivement? Est-ce que est-ce que je m'attarde plus excusez-moi, est-ce que je m'attarde plus voyons, excusez-moi, je suis désolée. Est-ce qu'on m'attarde plus à un type de revue bibliographique, à une revue ou à une autre? Alors, évidemment, il y a des conseils à demander lorsqu'on est devant une question, et c'est tout à fait normal. Évidemment, on doit se rendre disponible. L'étudiant, comme le directeur, doit se rendre disponible, évidemment, pour les rencontres. Préparer une présentation, un colloque, écrire un document dans l'avancement de son projet. Alors, et surtout, et ce qui est souvent parfois la cause de malentendus ou de conflits, c'est de respecter les délais, tant d'un côté que de l'autre. Évidemment, comme je disais, il y a toujours des aléas où on ne peut pas nécessairement remplir les délais, mais dans ce cas-là, il faut informer que là, il y a une situation particulière qui nous empêche de respecter certains délais. Donc, voilà. Donc, ça fait partie des responsabilités. Encore une fois, lorsqu'on a un problème, je viens de le mentionner, lorsqu'on a un problème, une difficulté d'intégration, de la difficulté à comprendre certains concepts ou techniques, on a des difficultés financières qui nous empêchent d'être complètement dédiés à notre projet, on
on a une situation familiale particulière, on a un enfant malade, on doit prendre Alors, toutes ces situations-là, ce serait bien de le mentionner à la direction de recherche parce qu'elle va pouvoir vous aider ou vous orienter vers des services qui vont vous permettre de vous aider. Alors, M. Simard, je vous laisse la suite. Oui, merci, Mme Bastien. Donc, Mme Bastien vient de parler des responsabilités de l'étudiant, Il y a aussi des responsabilités du côté de la direction de recherche. La responsabilité première d'un directeur de recherche, c'est bien de vous guider, de guider l'étudiant adéquatement, de vous appuyer dans votre cheminement intellectuel, dans votre cheminement scientifique, à diriger vos travaux, et aussi pour que vous puissiez voir que la progression de votre travail. Donc, c'est une responsabilité, c'est la première responsabilité du directeur de recherche, de vous offrir l'encadrement nécessaire, le soutien nécessaire, scientifique, intellectuel, pour vous guider, vous appuyer et pour diriger vos travaux et faire en sorte que vous puissiez progresser. Il y a plusieurs responsabilités, on ne va pas toutes les présenter, mais on va quand même insister sur un certain nombre d'entre elles. Donc, la direction de recherche, et Mme Bastien vient de le dire concernant les responsabilités de l'étudiant, la responsabilité de la direction de recherche, c'est aussi d'établir avec chaque étudiant, chacun de ces étudiants, les étudiants qui dirigent, un plan de collaboration. Ça, le plan de collaboration, on va en parler tout à l'heure, c'est l'une des mesures qu'on a mises en place pour améliorer l'encadrement au cycle supérieur. Donc, la direction de recherche a le devoir d'établir avec chaque étudiant un plan de collaboration. Qu'est-ce que ça comprend, un plan de collaboration? On va en parler tout à l'heure quand on va examiner cet outil particulier qui s'appelle le plan de collaboration. Il y a aussi la responsabilité de discuter avec l'étudiant, de préciser ses conditions de travail, et notamment tout ce qui touche à la propriété intellectuelle et le soutien financier. Tout à l'heure, je viens de le dire, on va parler du plan de collaboration. C'est l'un des aspects importants du plan de collaboration, c'est de préciser par écrit, verbalement lors d'une rencontre ou par écrit, de préciser ses conditions de travail, de préciser également tout ce qui touche à la propriété intellectuelle et le soutien financier, par exemple. L'ordre des auteurs lorsque nous produisons un article scientifique, par exemple. Aider, et Mme Bastien le disait concernant les étudiants, mais la direction de recherche aussi doit aider l'étudiante et l'étudiant à planifier son projet et surtout à établir un calendrier réaliste. On ne met pas 10 ans pour faire un doctorat, mais on n'en met pas 2 non plus. Ça se situe quelque part entre 4 ans, 5 ans, 6 ans dans certains cas, mais il faut établir un calendrier réaliste en fonction de sa situation et de la progression de ses travaux. Je n'insiste pas sur les autres, la dernière, elles font partie de la politique, vous pourrez les consulter, on vous donnera tout à l'heure l'adresse pour avoir accès à la politique. Donc, je poursuis sur les éléments essentiels. Je tiens, par exemple, le troisième ici. La direction de recherche doit tenir régulièrement des rencontres avec l'étudiant pour faire le point sur les progrès accomplis. Donc, régulièrement, ça peut varier d'un étudiant à l'autre. Certains étudiants ont besoin d'avoir des rencontres plus fréquentes, d'autres étudiants ont moins besoin d'avoir des rencontres fréquentes. Il y a aussi des types d'encadrement différents. Alors, en fonction du directeur ou de la directrice de recherche et du besoin de l'étudiant, le nombre de rencontres dans une session ou dans une année peut varier. Mais ce qui est important, c'est de tenir quand même avec une certaine régularité des rencontres pour faire le point sur les progrès accomplis, pour éviter les mauvaises surprises, en fait. Éviter les mauvaises surprises. Ensuite, autre élément essentiel, c'est d'évaluer le progrès que vous faites. En aviser au moins une fois par année la direction de programme, parce que, comme le disait Mme Bastien, vous êtes inscrit dans un programme. Il y a une direction de programme et la direction de recherche travaille étroitement avec la direction de programme. Et donc, un directeur de recherche doit aussi, au moins une fois par année, aviser, informer la direction de programme de vos progrès. Et selon la situation, selon les difficultés ou pas que vous rencontrez, il s'agit de décider des mesures appropriées
pour faire en sorte que vous ayez le meilleur cheminement possible. Voilà, et je termine avec les 3 dernières remarques concernant la direction de recherche. Établir un plan d'action pour aplanir d'éventuelles difficultés ou les difficultés que vous éprouvez. Hein. Il doit y avoir des actions concrètes, des actions précises pour aplanir ces difficultés. Aussi, orienter l'étudiant en difficulté vers des ressources d'aide appropriées. Un directeur de recherche, c'est un directeur de recherche. Ce n'est pas un ami, ce n'est pas un psychologue. Ils ont beaucoup de qualités, mais ne peuvent pas porter tous les chapeaux. Alors, parfois, il y a certaines difficultés que vous éprouvez, que vous pouvez vivre. Vous pouvez les porter à la connaissance de votre direction de recherche, mais la direction de recherche peut aussi vous conseiller d'aller consulter des ressources. Hein. Il en existe des ressources, on va le voir tout à l'heure. Il en existe à la faculté de médecine, il en existe à l'université. Il existe plusieurs ressources qui peuvent apporter un précieux coup de main selon les problématiques que vous vivez. Donc, c'est aussi une responsabilité de la direction de recherche de vous orienter vers des ressources appropriées et aussi, ça peut arriver de prévoir les modalités d'encadrement en cas d'absence prolongée. Les modalités d'encadrement, si la direction vient à s'absenter, évidemment, il y a la direction de programme qui sera directement concernée pour trouver et définir des modalités d'encadrement si la direction de recherche devait s'absenter pour une période prolongée. Examinons maintenant la responsabilité ou les responsabilités de la direction de programme. Je vais céder la parole à Mme Bastien, qui visiblement a toujours un petit peu de retard. Voilà, ça paraît. Ça prend toujours un petit peu de retard, donc je dois être très, très loin dans le réseau de fibre Internet. Mais je suis très près de vous. Mon cœur est près de vous tous. Alors, le rôle de la direction de programme. Alors, la direction de programme, un de ses premiers rôles, c'est de faire en sorte que le règlement des études soit respecté. Donc, dans votre cheminement, dans votre programme. Mais il est là aussi pour vous accompagner et pour accompagner notamment au niveau de l'encadrement, la maîtrise au doctorat. Donc, je passe rapidement. Si vous voulez passer à la diapo suivante, Monsieur Simard. Je vais aller rapidement. Écoutez, je vais... La voyez? Oui. Donc, comme je vous dis, un des rôles de la direction de programme, puis si vous ne connaissez pas le directeur de votre programme, allez sur le site de votre programme et de votre département et son nom va apparaître très certainement. Là, vous allez être capable de le retrouver facilement. Mais c'est une personne qui est précieuse parce que c'est une personne qui connaît évidemment toutes les règles de votre programme, qui connaît les outils, qui connaît l'ensemble des règlements et des politiques facultaires ou des politiques institutionnelles. Parfois, les directions de recherche sont peut-être un peu moins familières avec ces règles-là, mais les directions de programme, c'est leur rôle d'être au courant de l'ensemble des politiques, des outils et de même que des sources de financement pour vous aider. Alors, ce sont des ressources qui sont précieuses, puis je vous encourage à les consulter, là. Donc, il y a un petit moment qui passe. J'aurais dû faire imprimer le document, mais c'est une personne qui est en charge également de la progression de votre cheminement. Donc, c'est une personne qui doit faire au moins une fois par année un état des lieux sur l'avancement de chacun des étudiants dans son programme et donc doit en discuter normalement avec la direction de recherche et avec la faculté là, lorsque des mesures correctives doivent être apportées. Et la direction de programme fait le lien aussi avec la FESP lorsque il y a des difficultés un peu plus importantes et que les solutions n'ont pas été trouvées au niveau de la faculté ou du département. Donc, comme je vous le disais, c'est une personne là, qui peut agir en tant qu'arbitre, mentor, médiateur. C'est une personne là, auquel l'étudiant peut faire référence pour expliquer sa problématique. Et c'est une personne là, qui peut
aller voir la direction de recherche et proposer des solutions là, qui sont satisfaisantes tant pour l'étudiant et l'étudiante que la direction de recherche. Et plus tard dans votre processus, c'est une personne là, qui va autoriser le fait que vous produisiez une thèse ou un mémoire dans une autre langue. Donc, ça fait partie là, de certains processus administratifs, mais c'est une personne également là, qui est disponible pour faire ça. Alors, voilà un peu ce qui complète un peu ce que la direction de programme peut faire. Elle peut aussi autoriser la prélecture. Hein. C'est une personne, dans certains programmes, il y a une prélecture avant le dépôt initial, donc c'est une personne qui peut autoriser la prélecture. C'est une personne aussi qui va autoriser la liste des examinateurs de votre thèse ou de votre mémoire. Évidemment, la direction de recherche fait des suggestions, mais c'est la direction de programme qui l'autorise auprès de la FESP. Donc, ce sont des rôles quand même très importants et c'est pour ça que c'est une personne que vous devriez là, sans doute connaître dans votre cheminement. Alors, l'idée ici, c'était de vous présenter un peu les éléments essentiels de la politique d'encadrement des étudiants au cycle supérieur et on vous invite à la consulter, à la lire. Elle est là, elle est pour vous et pour aussi les professeurs encadrants. Donc, on vous invite à consulter là, à l'adresse qui apparaît. J'imagine que M. Simard, c'est ce que vous avez sous les yeux. Voilà. Oui. Alors, voilà. Alors, je pense que la suite, c'est de discuter du plan de collaboration. Alors, évidemment, la politique fait référence, évidemment, au plan de collaboration. Et depuis le début, je crois, vous l'avez remarqué, on vous parle de communication. Donc, de communiquer avec la direction de recherche, de communiquer avec la direction de programme. Et comme je vous disais, la confiance et la communication, ce sont deux éléments clés. Et comment favoriser cette confiance-là et comment favoriser cette discussion-là? Bien, c'est par le biais du plan de collaboration. Alors, c'est un outil qui est maintenant rendu obligatoire au doctorat. Et tous les doctorants devraient avoir un plan de collaboration et d'avoir discuté un plan de collaboration avec leur direction de recherche. Et l'objectif, c'est ça, c'est d'éviter les malentendus, les ambiguïtés, les petits irritants qui finissent par faire une boule de neige qui devient de plus en plus grosse et avec laquelle on a de la difficulté là, à dénouer les nœuds. Il y a des nœuds qui se tissent de plus en plus serrés, puis à un moment donné, on n'est plus capable de les dénouer. Alors, avant des situations comme ça, le plan de collaboration, c'est un moment où l'étudiant, l'étudiante, la direction de recherche prend un moment pour discuter de la façon dont les choses vont se dérouler par la suite. Et ça met les attentes des uns et des autres, ça clarifie des aspects. Ça ne peut pas clarifier tout, ça n'évite pas tout, mais c'est un bon moyen, un bon premier pas dans la bonne direction. Alors, pour la suite, je vais me référer à la FESP a mis en place un plan de collaboration modèle. Et normalement, toutes les facultés ou les départements ont mis en place un plan de collaboration qui leur est propre. Je crois qu'à la faculté de médecine, c'est un plan de collaboration qui est facultaire. Dans d'autres facultés, ce sont des plans de collaboration départementaux. Alors, ça dépend de votre situation. Mais généralement, les plans de collaboration ont tous à peu près la même structure. Et on retrouve les éléments que vous voyez sur le diapo présentement. Alors, on veut préciser le rôle et la responsabilité de l'étudiante et de l'étudiant. Alors, c'est sûr que le plan de collaboration, c'est un outil qui doit être révisé au moins, minimalement, une fois par année. Bien sûr, il peut être révisé plus souvent. Bien sûr, on peut se rencontrer et discuter plus souvent, mais au moins une fois par année, ça nous apparaît essentiel et minimal. Alors, qu'est-ce que c'est que préciser le rôle et les responsabilités de l'étudiant? Par exemple, dans un premier temps, est-ce que vous allez avoir une scolarité préparatoire? Dans certains cas, il y a des étudiants qui vont avoir une scolarité préparatoire. Quels sont les jalons importants dans votre programme? Bien, si vous êtes à la maîtrise, vous avez des cours obligatoires, après peut-être des cours optionnels, mais vous allez pouvoir en discuter
avec votre direction de recherche. Au doctorat, il y a l'examen doctoral qui est une étape obligatoire. Il y a peut-être d'autres séminaires. Vous allez travailler vous allez œuvrer ou faire de la recherche dans un centre de recherche. Alors, quelles sont vos disponibilités? On s'attend à quoi comme disponibilité dans le laboratoire? Des choses à discuter. Si vous avez un travail à temps partiel dans un restaurant ou ailleurs, c'est peut-être bien que votre direction de recherche le sache, comme ça, ne mettra pas des rendez-vous au moment où vous avez une autre occupation. Alors, ce sont des discussions à avoir avec votre direction de recherche. La responsabilité de votre direction de recherche, également, un élément intéressant. Normalement, elle devrait vous indiquer les différentes politiques à l'université qui s'adressent à la recherche. Elle devrait vous aider aussi à faire approuver votre projet auprès du comité d'éthique en recherche de l'Université Laval. Si vous faites des recherches sur les animaux ou sur les sujets humains, alors à ce moment-là, bien évidemment, vous devez faire une demande. Donc, la direction de recherche, va vous aider dans l'élaboration de cette approbation-là. Ensuite, la rédaction de vos travaux, on s'attend à quel rythme. C'est un projet qui va durer 2 ans, 3 ans. Donc, vérifier ensemble, discuter ensemble de l'ampleur du projet. Quelle sera l'implication de la co-direction, s'il y en a une? Est-ce que c'est une personne qui va intervenir dès le début ou plutôt à un certain moment de votre recherche? Quelle va être son implication? C'est des discussions que vous pourriez avoir. Les modalités d'encadrement, bien entendu, elles vont varier, ces modalités d'encadrement. Comme le disait M. Simard, par exemple, au doctorat, au début de notre doctorat, on apprend notre sujet et au fur et à mesure que le temps passe, on devient de plus en plus autonome. Donc, peut-être qu'au début, on a besoin de rencontres plus serrées, moins espacées, mais au fur et à mesure qu'on progresse en autonomie, on a peut-être besoin de rencontres un peu moins serrées, un peu plus espacées. On va avoir gagné en autonomie. Est-ce que on peut parler aussi, est-ce qu'on va avoir un comité d'encadrement, discuter des gens qui vont être sur notre comité d'encadrement? Quels sont les délais de rétroaction lorsqu'on travaille sur un document, un chapitre de thèse, un article, un poster? Comment on va travailler ensemble? Comment on va s'échanger l'information? Est-ce qu'on va avoir des rencontres individuelles ou des rencontres de groupe? Alors, il y a des gens qui sont plus à l'aise avec des rencontres individuelles, il y a d'autres qui sont plus à l'aise avec des rencontres de groupe. Alors, ce sont des informations que vous pourriez discuter, des éléments que vous pourriez discuter. Le financement, est-ce que vous allez avoir un financement? Est-ce qu'on va vous demander de faire des demandes de bourse auprès des organismes subventionnaires? Est-ce que vous allez avoir un soutien facultaire, un soutien départemental, un soutien de votre centre de recherche, une bourse de votre centre de recherche? Alors, ce sont des discussions à avoir. Les ressources matérielles, évidemment, encore une fois, ça dépend de votre projet. Mais est-ce que vous allez avoir accès à un poste de travail, à un ordinateur? Est-ce que vous allez construire votre base de données ou vous allez avoir accès à une base de données déjà existante? Est-ce que vous allez avoir droit à un ordinateur? Est-ce que les licences, vous allez avoir tous les outils disponibles pour faire votre recherche? Si c'est de la recherche sur le terrain, par exemple en agriculture, les gens vont aller dans les champs. Comment le transport va se réaliser? À quel moment de l'année on doit être présent? Alors, ce sont tous des éléments qui doivent être discutés. La propriété intellectuelle, bien sûr. L'ordonnancement des auteurs et co-auteurs dans les articles, c'est important d'en discuter. Les ententes de confidentialité, dans certains cas, il va y avoir des recherches qui vont être contractuelles, donc il y aura des éléments qui vont être sous la confidentialité, sous un sceau de confidentialité que vous ne pourrez pas nécessairement mettre dans votre thèse. En tout cas, donc, il y a des discussions à avoir sur ce sujet-là, de même que les activités, les calendriers prévus de vos activités. Alors,
Donc, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'éléments dont vous pourriez discuter. De même que si vous devez vous absenter pour des raisons personnelles ou autres, vous devez en discuter dans le plan de collaboration. Alors, le plan de collaboration, la première fois que vous rencontrez votre direction de recherche, bien sûr, ce sera assez synthétique comme information, mais au fur et à mesure que vous allez être dans votre projet, évidemment, vous allez pouvoir discuter plus en détail. Alors, le plan de collaboration, la FSP en a un modèle, mais je suis sûre qu'il en existe un dans votre faculté ou votre département et je vous encourage très fortement à le compléter et à le compléter avec votre direction de recherche. Monsieur Simard, je vous laisse la suite. Merci, Madame. Donc, je disais tout à l'heure qu'à la FESP, nous avions que la qualité de l'encadrement est une préoccupation centrale à la FESP, que cette qualité de l'encadrement-là repose sur un certain nombre d'outils. On a parlé de la politique d'encadrement des étudiants à la maîtrise et au doctorat. On vient de parler du plan de collaboration qui est un outil essentiel, mais il y a aussi des ateliers qu'on destine aux membres du corps professoral. Donc, votre direction de recherche a peut-être suivi l'un de ces ateliers. Alors, je donne quelques exemples d'ateliers qui sont offerts aux membres du corps professoral. Il y a un atelier sur l'équité, la diversité et l'inclusion qui deviennent des questions centrales dans notre institution et dans nos institutions universitaires. Le prochain atelier, je peux vous le dire tout de suite, offert aux membres du corps professoral aura lieu le 18 mars et il va porter justement sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Il y a aussi un atelier sur la communication interculturelle, pourcentage quand même non négligeable des étudiants de l'Université Laval aux études supérieures proviennent de pays qui ne sont pas le Canada, donc il y a quand même un fort pourcentage d'étudiants qui viennent de l'étranger et qui viennent de cultures différentes, de langues différentes. Donc, la communication interculturelle est une dimension très importante dans la relation d'encadrement. Alors, il y a un atelier également qui est destiné aux membres du corps professoral qui porte sur la communication interculturelle. Il y en a qui portent sur la rédaction, le droit d'auteur, l'éthique, le plagiat, je vais un petit peu vite, sur le plan de collaboration. Il y a aussi un atelier sur les étudiantes et les étudiants en situation d'handicap. Bref, c'est quelques exemples. C'est en cours de construction. Il y a des ateliers qui vont s'ajouter, mais tout cela pour dire que, évidemment, la relation d'encadrement est une relation qui exige la collaboration et de l'étudiant et de la direction de recherche. Et la direction de recherche a aussi besoin d'outils. On vit dans des mondes complexes. L'université est une institution très complexe. Et donc, les membres du corps professoral ont aussi besoin des outils nécessaires pour assurer un encadrement optimal. Donc, la FESP, et après avoir parlé de l'encadrement, quelques mots rapidement là, sur les différents services qui sont encore offerts à la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Il y a tout le secteur des mémoires et thèses. Donc, la FESP, un jour, vous allez déposer votre mémoire de maîtrise, vous allez faire le dépôt de votre thèse, le dépôt initial de votre mémoire de maîtrise, le dépôt initial de votre thèse. Et à partir du moment où vous faites le dépôt initial, eh bien là, vous avez directement affaire avec la Faculté des études supérieures et postdoctorales, qui est responsable à l'Université Laval de l'ensemble du processus d'évaluation, incluant les soutenances, donc de la mise en place des règles de présentation matérielle, tous les outils qui touchent à la rédaction de votre mémoire et de votre thèse. Donc ça, c'est un aspect absolument central également à la FESP et vous pouvez déjà aller sur le site pour voir toutes les règles, tout ce qui touche à la préparation de votre mémoire, la préparation de votre thèse. Vous allez trouver des informations extrêmement utiles et précieuses. Bon, évidemment, tout ce qui touche le cheminement de l'étudiant, on a je dirais, un document de référence dont on pourra vous donner l'adresse pour le consulter sur le cheminement de l'étudiant. Donc, on a développé des outils, des guides, hein, je vais en parler tout à l'heure, pour mettre en place une programmation complète d'activités pour accompagner la communauté étudiante dans son cheminement et favoriser évidemment la réussite de cette communauté étudiante. Il y a aussi toute la question du soutien financier. La FESP, notamment, gère ce qu'on appelle le programme de bourse de réussite.
est offert aux étudiantes et aux étudiants de maîtrise et de doctorat. Et la FESP encadre, supervise l'ensemble des concours de prestige au cycle supérieur, des concours au mérite. Je pense à Banting, à Vanier, je pense à PB3E, je pense au doctorat, à la maîtrise. Donc, on encadre tous ces concours et tous ces comités pour présélectionner et sélectionner les meilleurs candidats et candidates. Rapidement, d'autres services, il y a la gestion des programmes d'études sur mesure. Hein. On est responsable de tous les programmes d'études sur mesure et on a une offre de formation, 11 formations qui sont destinées aux étudiants de troisième cycle sur le développement des compétences professionnelles. Je n'ai pas le temps d'en dire beaucoup, mais on pourra en parler si vous avez une question concernant le développement des compétences professionnelles. Ensuite, différentes politiques, des ententes internationales, toutes les co-tutelles. Il y a peut-être parmi vous des étudiants en co-tutelle. Les co-tutelles, c'est aussi la responsabilité de la FESP. Et évidemment, quand surviennent des litiges, on ne le souhaite pas, mais la vie étant ce qu'elle est et la recherche étant ce qu'elle est, parfois il y a des petites frictions et parfois même des litiges. Donc, la FESP est aussi joue un rôle dans la résolution de ces litiges. Je vous invite à consulter nos guides. Au fil des dernières années, on a élaboré un très grand nombre de guides pour vous soutenir, vous aider. Donc, il y a le guide de cheminement à la maîtrise, recherche et au doctorat. Il y a le guide pour choisir sa direction de recherche au cycle supérieur, le guide sur les activités de recherche à distance. Il y a un guide pratique pour une demande de bourse d'études supérieures. Ça, c'est très, très, très utile. Hein. On a tous à faire des demandes de bourse, chercher du financement. Donc, on vous propose un guide pour faire une demande de bourse, un guide pour faire une demande de bourse efficace, hein, convaincante. Il y a le guide sur la soutenance de thèse en ligne. Si vous êtes sur le point de faire votre soutenance, il y a aussi un guide sur comment bien se préparer pour faire une bonne soutenance en ligne. Donc, vous pouvez trouver tous ces guides, toutes ces sources à l'adresse indiquée au bas de l'écran. Ensuite, pour en savoir plus sur la FESP, vous avez les adresses, vous avez aussi l'adresse des guides et il y a des infolettes. On publie des infolettes, 2 numéros par session. Donc, suivez-nous, comme disent les animateurs de radio, suivez-nous. Il y a aussi la chaîne YouTube de la FESP. Donc, voilà pour la FESP. On va passer maintenant à la deuxième partie. C'est en savoir plus sur votre université, parce que vous me disait Mme Bastien d'entrée de jeu, vous êtes un étudiant, oui, vous appartenez à un centre de recherche, mais vous êtes un étudiant de l'Université Laval, d'abord et avant tout parce que vous êtes inscrit dans un programme. Vous êtes inscrit dans un programme qui appartient à une faculté, qui appartient à une université. Alors, vous n'êtes pas sur le campus très souvent, vous travaillez dans des centres de recherche un peu dispersés, mais vous êtes un étudiant de l'Université Laval. Alors, l'Université Laval, très rapidement, c'est 17 facultés, 45 000 étudiants quand même, dont 27 sont au cycle supérieur. Il y a plus de 60 départements, d'écoles, d'instituts dans cette institution. Il y a 500 programmes d'études. C'est plus de 400 millions en fonds de recherche, donc on est classé au 7e rang parmi les grandes universités de recherche au Canada. Et il y a plus de 300 centres, chaires, instituts et autres regroupements de recherche. Vous faites partie de l'un d'entre eux. L'Université Laval, c'est aussi plusieurs services. Et ça, c'est important. Il y a des services qui vous sont offerts pour une diversité de besoins. Alors, quels sont ces services? Quelques-uns, rapidement. Vous avez besoin, par exemple, d'un soutien psychologique. Bien, il y a le centre d'aide aux étudiants, le CAE. Le centre d'aide aux étudiants, oui, offre du service psychologique, mais pas seulement. Et donc, c'est un service, je dirais, à multifonction qui offre un très grand nombre de services aux étudiants. Donc, vous avez l'adresse, vous pouvez aller sur le site, consulter les différents services que le centre d'aide aux étudiants offre. Et c'est très riche, hein? C'est très, très riche, vous allez le constater. Il y a aussi, vous avez besoin de soutien pour un projet ou pour mieux intégrer la communauté universitaire. Vous venez de l'étranger, vous voulez vous assurer d'une bonne intégration dans la communauté universitaire. Bien, il y a le bureau de la vie étudiante. Il y a pour mandat d'appuyer activement les étudiantes et les étudiants dans la réalisation de vos projets parascolaires, de mettre en valeur vos talents, de mettre en valeur votre engagement, des fois votre engagement dans la communauté universitaire. Donc, le bureau de la vie étudiante, ce serait vraiment une très bonne idée éventuellement d'inviter une personne du bureau de la vie étudiante pour prendre connaissance de la panoplie des activités et des services qui sont offerts au bureau de la vie étudiante et qui font en sorte qu'un étudiant est mieux intégré dans sa communauté universitaire. Bien intégré dans son centre, bien intégré dans sa faculté, mais bien intégré aussi dans sa communauté universitaire.
Donc, il y a plusieurs services qui sont offerts au BVUE. Vous avez l'adresse au bas de la page. Je vais rapidement. Il y a aussi tout ce qui touche aux finances. À l'Université Laval, il y a le Bureau des bourses et de l'aide financière qui peut vous être très utile pour gérer, promouvoir. Le Bureau des bourses a l'un des mandats de gérer et de promouvoir les programmes de bourse d'aide financière, de vous offrir aussi un accompagnement professionnel personnalisé pour tout ce qui concerne le financement de vos études et aussi de soutenir les facultés dans tout ce qui concerne tout ce qui touche aux bourses en vue de, évidemment, favoriser le recrutement des étudiants et la réussite des étudiants. Donc, le Bureau des bourses et de l'aide financière, l'adresse est aussi au bas de la page. Et vous avez besoin d'action, vous avez besoin d'inspiration, vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de faire autre chose, de penser à autre chose qu'à vos recherches. Eh bien, il y a le programme Mon équilibre UL, qui est un véritable laboratoire catalyseur d'initiatives qui contribue à la vie du campus par la création et la mise en place de projets porteurs et inspirants. Donc, vous pouvez découvrir tous les outils, toute la programmation diversifiée que offre le programme Mon équilibre UL. Vraiment, c'est pas la quantité qui manque, mais parfois, on ne connaît pas tous ces services. Donc, selon les questionnements que vous avez, les situations que vous vivez, il est aussi important de connaître les instances ou les personnes vers qui vous pouvez vous tourner. Si vous avez des questions en lien avec vos études, avec votre cheminement dans vos études, avec votre programme, des difficultés, on les a mentionnées un peu tout à l'heure, il faut savoir que dans votre faculté, notamment la faculté de médecine, il y a un vice-doyen ou une vice-doyenne aux études, et donc qui est responsable des études dans votre faculté. Si, dans votre département, c'est le directeur ou le directeur de programme. Donc, la structure là, qui gravite autour de vous, c'est votre direction de recherche, votre co-direction s'il y a lieu, c'est ensuite votre directeur de programme, votre direction de programme, et c'est aussi le vice-doyen ou la vice-doyenne aux études de votre faculté, si c'est à la faculté de médecine, faculté de sciences et génie, chaque faculté a un vice-doyen, une vice-doyenne aux études ou un responsable facultaire des études. Si vous vivez on ne souhaite pas, mais ça peut arriver, un conflit avec votre direction de recherche, quoi faire? On vous demande d'abord, toujours, d'identifier, essayer de comprendre la source du conflit pour en discuter avec votre directrice ou votre directeur de recherche. C'est la première démarche à faire. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est la première démarche à faire. De trouver un moyen, d'abord, de bien comprendre le problème que vous vivez, essayer de bien le circonscrire, vous pouvez vous faire aider, et d'identifier ensuite la source du conflit pour en discuter avec votre directrice et votre directeur de recherche. Si vous vivez un conflit avec votre directeur de recherche, concernant la résolution de conflits dans une relation d'encadrement, nous vous invitons à lire un article tout à fait intéressant, tout à fait pertinent, extrêmement clair, très limpide, bien structuré. Vous avez l'adresse de cet article-là, la source de cet article se trouve au Centre d'aide aux étudiants, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a un article qui porte sur la résolution des conflits dans une relation d'encadrement au cycle supérieur. Donc, vous allez trouver dans cet article des pistes de réflexion intéressantes. Si vous vivez un conflit avec votre directeur de recherche, lorsque la situation devient problématique et qu'après des discussions avec votre direction de recherche, vous n'avez pas le sentiment ou la claire impression que vous vous acheminez vers une solution, vous pouvez aussi vous tourner vers une personne qui peut agir comme médiateur. Mme Bastien le disait tout à l'heure, ce médiateur, c'est d'abord votre direction de programme. Ça peut être aussi une personne de la direction du centre de recherche auquel vous êtes associé. Parfois, dans un centre de recherche, il y a une personne qui est désignée pour accueillir les étudiants qui éprouvent des difficultés. Ça peut être aussi une personne désignée par le centre de recherche en cas de conflit. Ça peut être, je le disais tout à l'heure, le vice-doyen ou la vice-doyenne de votre faculté. Et, en dernière instance,
c'est la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Donc, moi-même comme vice-doyen de cette faculté, Mme Bastien comme doyenne, il nous arrive, évidemment, en fonction, selon la nature des conflits, la gravité des conflits, d'intervenir. Donc, vous n'êtes pas seul. Hein? Il y a plusieurs personnes qui gravitent autour de vous. Il s'agit de bien les identifier, de bien les connaître si vous avez besoin d'accompagnement. Vous pouvez également demander conseil auprès de différents services. Vous devez savoir qu'il y a une association aux études supérieures, l'Association des étudiantes et des étudiants de Laval qui sont inscrits aux études supérieures, qui offre aussi une panoplie de services. Il y a un accompagnement pour des étudiants qui éprouvent des difficultés. Il y a aussi le centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement. C'est le centre dont parlait Mme Bastien dans l'organigramme au tout début. Il existe un centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement. Si vous estimez que vous êtes victime d'un harcèlement. Il y a aussi le bureau de l'Ombudsman. En dernière instance, comme elle dit toujours, je suis le recours de dernière instance. Donc, l'allié, c'est l'ensemble de la communauté étudiante des 2e et 3e cycles, hein, qui a une panoplie de services utiles pour la réalisation de votre parcours académique. Il y a le Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement, on l'appelle le CPIMH, qui offre un ensemble de services également si vous estimez que vous avez besoin d'un accompagnement ou que vous êtes victime d'une situation de harcèlement. Alors, vous avez l'adresse au bas de l'écran. Et enfin, le bureau de l'Ombudsman, où vous avez également, c'est Mme Nancy Fournier qui agit à titre d'Ombudsman et vous avez les adresses où vous pouvez la joindre. Alors, voilà qui fait le tour de l'université, mais vous êtes un étudiant d'un centre de recherche, vous appartenez à un programme, vous appartenez à l'université et vous appartenez aussi à une faculté. Et il est 3 heures, peut-être qu'on va aller vite là-dessus. Mme Bastien. Oui. Alors, on a changé on a interverti nos rôles, mais c'est pas grave. Donc, vous avez plusieurs d'entre vous, sans doute, fait partie de la faculté de médecine. Hein? Donc, la faculté de médecine a toute une structure, donc 15 départements. Alors, voici, on va passer rapidement, M. Simard, si vous voulez bien, pour la faculté de médecine. Je voulais plutôt aller vers un service qui est disponible pour vous. Alors, c'est la direction des affaires étudiantes. On vous a parlé du centre d'aide des étudiants, le CAE, tout à l'heure. Alors, c'est un centre qui couvre l'ensemble du campus. À la faculté de médecine, il y a un service similaire qui existe pour les étudiants à la faculté de médecine qui s'appelle le DAE, la direction des affaires étudiantes. Alors, c'est un service qui offre à peu près les mêmes services que le CAE. Donc, ce sont des services qui sont confidentiels, qui n'affectent pas votre cheminement aux études supérieures, dans le sens qu'ils n'affectent pas personne ne le sait, simplement les gens qui sont attitrés à la direction des affaires étudiantes. Et c'est pour soutenir tous les étudiants de tous les cycles, que ce soit l'accompagnement dans les problèmes d'encadrement, dans les difficultés personnelles que vous pouvez vivre. C'est un service. Il y a des étudiants en médecine qui vont voir, évidemment, qui vont demander les services de la direction des affaires étudiantes. Il y en a d'autres qui préfèrent aller au CAE, donc au centre d'aide étudiants qui gère tout le campus. Alors, ça dépend des personnes, mais sachez que si vous êtes un étudiant inscrit dans un programme de la faculté de médecine, ce service-là est spécialement dédié pour vous. Et il existe aussi un certain nombre de regroupements d'étudiants auxquels vous pouvez faire appel. Alors, ce sont des regroupements étudiants que vous connaissez peut-être. Donc, c'est différents réseaux, le réseau d'aide en médecine, le réseau d'aide de la béquille et le réseau Réagir. Alors, le réseau Réagir, c'est pour tous les étudiants des cycles supérieurs. Donc, vous pouvez faire appel à eux. Donc, selon
que vous êtes un étudiant en médecine ou un étudiant dans d'autres programmes de réadaptation, kinésiologie ou autres, alors vous avez des réseaux qui sont des réseaux de soutien. Alors, vous pouvez les contacter par courriel. Vous êtes capable de retrouver là, les adresses de ces réseaux-là sur le site de l'université. Alors, ce sont des réseaux qui pourraient être utiles pour vous. Donc, vous voyez, il existe beaucoup de services à l'université. C'est difficile d'en faire le tour en seulement 1 heure, mais je vous encouragerais à inviter les gens du bureau de la vie étudiante, les gens du CAE, les gens du bureau des bourses à venir vous rencontrer, peut-être une petite demi-heure, ça pourrait vous aider là, à bien. Les gens de l'Allier aussi, l'Allier offre énormément de services pour les étudiants. Ils offrent, vous avez des ateliers d'écriture, de mémoire ou de thèse. Vous avez toutes sortes de regroupements étudiants où vous pouvez discuter philo, musique, faire des expositions. Donc, avoir toutes sortes d'activités avec eux. Ils sont là beaucoup en soutien aussi. Alors, si vous avez des difficultés, ils ont un service où on peut vous expliquer vos droits. Donc, c'est aussi des éléments qui peuvent être très aidants. Alors voilà, on a fait le tour, tenté de faire le tour en 1 heure et je ne sais pas si, peut-être pour briser la glace et pour permettre aux étudiants de peut-être dans le chat de nous indiquer s'ils ont appris des nouvelles choses ou si c'était des choses qui étaient connues pour eux. Est-ce que vous connaissiez déjà tous ces éléments? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont surpris ou pas? Alors, allez-y dans le chat, ça pourrait nous être utile à voir dans cette présentation-là qui est très rapide, là, on le sait, puis qui boule, là, mais est-ce qu'il y a des éléments qui vous sont apparus plus intéressants que d'autres? Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu? C'est le moment de les mettre. Je ne sais pas si les étudiants sont capables de. Normalement, ils devraient avoir les mains levées puis ils devraient pouvoir se démuter eux-mêmes. Moi, en fait, je peux commencer avec une question. Même les chercheurs entre eux, des fois, c'est pas clair. Le plan de collaboration, maintenant, il est obligatoire. Mais alors, on avait une discussion entre chercheurs, puis c'était pas clair si c'était obligatoire de façon rétrospective pour les étudiants qui sont déjà là, si ça doit être refait à chaque année. Fait qu'il y avait une incompréhension, même de la part des chercheurs, à savoir qu'est-ce qui était requis pour le plan de collaboration. Je pourrais vous envoyer l'extrait du règlement des études. Le règlement des études dit que c'est obligatoire pour tous les étudiants au doctorat et que ça doit avoir au moins être revisité au moins 1 fois par année. Et comme le règlement des études s'applique à tous les étudiants, bien évidemment, c'est pour tous les étudiants au doctorat. Évidemment, un étudiant qui est en fin de parcours, qui est au moment presque de déposer sa thèse, on comprend que c'est peut-être plus utile. Il faut faire preuve un peu de flexibilité à cet égard-là, mais tout de même, je pense que tous les étudiants au doctorat doivent avoir un plan de collaboration. Donc, c'est pour ça que je les invite à discuter. Bon, c'est vraiment là, important d'en avoir un. Puis pour les postdocs, évidemment, comme ce n'est pas des étudiants, ce n'est pas obligatoire. Exactement. Pour les postdocs, exactement. Ce ne sont pas des étudiants, des postdocs. Donc, la plupart d'entre eux ce sont des travailleurs, là, sont salariés. Mm-hmm. C'est ça. Est-ce que ça répond? Est-ce qu'il y a des questions qui sont demeurées en suspens? C'est sûr qu'on ne peut pas discuter du cas particulier d'un étudiant, évidemment, mais ça vous donne peut-être là, des endroits où aller cogner, des personnes à qui rencontrer pour tenter là, de résoudre des situations qui pourraient être plus difficiles. Mais je pense que le mot d'ordre, c'est communication, en parler, pas rester seul avec ses problèmes et d'en parler le plus rapidement possible. Ça se dit à une direction de recherche, je ne suis pas à l'aise avec telle chose, je ne me sens pas confortable avec ça, je ne maîtrise pas encore la technique pour faire ça, j'ai besoin de plus de temps. Ça se dit, ça, ces choses-là.
plutôt que de le cacher et d'arriver à un moment donné où là, on est devant un mur parce que ça fait des semaines que notre projet n'a pas avancé. Donc, je pense que c'est la discussion qui est l'élément. Je commence à avoir des mains levées. Ah oui, OK. Une question pour commencer dans le chat, qui est pour le suivi annuel auprès de la direction de programme. Est-ce qu'on a accès au rapport transmis par le directeur de recherche à la direction de programme? Bien, généralement, ça dépend des facultés. Il y a des facultés où ça se fait par écrit, il y a des facultés où ça se fait oralement. Quand il n'y a pas de problème, bien, alors ça dépend de... Chaque faculté a une façon de fonctionner différente. OK. Première main levée pour Michael. Oui, bonjour, je suis étudiant en doctorat et je me posais une question concernant le plan de collaboration, donc qui doit être révisé annuellement, ça j'ai bien compris. Je voulais juste avoir la précision. Est-ce que c'est une révision à l'année universitaire ou à l'année calendaire? En fait, concrètement, moi je suis arrivé au mois de novembre, on a fait mon plan de collaboration quand je suis arrivé en novembre. Est-ce qu'on le refait là en janvier ou est-ce qu'il faudra le refaire à la session d'automne? Mais la session d'automne. Merci. Victoire? Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour, oui. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je me demandais, toujours vis-à-vis du plan de collaboration, si jamais il y a des choses qui sont mises à l'écrit dans le plan de collaboration et que de la part, mettons, de l'étudiant, dans l'année qui suit, il se rend compte que certains engagements n'ont pas été tenus par son directeur de recherche. Dans ce cas, quel retour à l'étudiant? Est-ce qu'il doit s'adresser à sa direction de programme? Quelles sont les ressources auxquelles il peut avoir accès? Bien, ça dépend. Alors, si disons que le professeur s'est engagé à reviser ou à vous rencontrer à toutes les 2 semaines et puis finalement, c'est à toutes les 3 semaines, je pense qu'on peut avoir une certaine souplesse pour ça. Si la personne s'est engagée, disons, financièrement, mais que là, finalement, ça ne vient pas, bien, il peut peut-être avoir des raisons que la personne n'a pas sa subvention. Je pense que quand il y a des éléments comme ça, il faut en discuter. Il faut tenter d'en discuter d'abord avec la direction de recherche. Voir pourquoi ça ne s'est pas produit, est-ce qu'il y a eu des éléments. Parce que comme vous, une direction de recherche, c'est un humain, puis lui, cette personne-là aussi a des contraintes professionnelles, a des contraintes familiales. Mais si ces engagements ne se sont pas matérialisés, disons-le comme ça, vous pouvez aller voir la direction de programme. Si c'est l'achat de matériel, vous savez, chaque cas est différent. Il faut voir si ça relève d'une situation qui est hors du contrôle du professeur ou si ça relève du contrôle du professeur aussi. Merci Mais beaucoup. c'est une bonne idée d'aller en parler avec la direction de programme. Encore une fois, la première chose, c'est d'en parler à la direction de recherche pour dire on n'est pas à l'aise, je ne comprends pas, je pensais qu'il y avait telle chose, ça ne s'est pas produit, est-ce qu'il y a une raison, est-ce que c'est simplement reporté, est-ce qu'il faut tenter d'en discuter calmement, d'essayer de connaître le contexte. Je ne vois pas d'autres mains levées pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez un document, peut-être un guide dont on fait part M. Simard plus tôt, des guides produits par la FSP sur comment faire une demande de bourse, les éléments importants, comment choisir sa direction de recherche. Je pense que ce sont des guides qui sont intéressants, qui nous amènent à nous poser quelques questions tout de même. Est-ce que je suis une personne qui a besoin d'être assurée? Donc, j'aimerais avoir une direction de recherche que je rencontre fréquemment pour me rassurer dans la voie que je suis en train de prendre dans ma recherche. Est-ce que je suis une personne qui est assez avancée dans son projet, puis maintenant j'ai besoin d'un peu plus d'espace parce que j'ai quand même une autonomie, puis je veux l'exercer? Est-ce que, donc, toutes sortes de types de direction de recherche et de relations en un encadrant, un encadré. Alors, est-ce que
Et il y a aussi des directions de recherche qui ont beaucoup d'étudiants, d'autres qui en ont peu. Est-ce que j'aime ça faire partie d'un grand groupe ou je suis plutôt une personne qui a besoin de mon espace et je suis plus à l'aise avec un petit groupe d'étudiants plutôt qu'avec un grand groupe. Alors, ce sont des choses qui se discutent aussi avec sa direction de recherche. Je ne suis pas à l'aise à une rencontre de groupe, mais je serais plus à l'aise avec une rencontre individuelle ou au contraire. Donc, il y a des éléments comme ça. Mais M. Simard et moi, ce que nous essayons de faire, c'est lorsqu'il y a une difficulté, c'est de tenter de faire régler la difficulté la plus près de l'étudiant possible, hein, le plus rapidement. Et évidemment, il y a des difficultés qui remontent jusqu'à nous. Mais on essaie, et généralement, on trouve des solutions. Mais on essaie de, généralement, lorsqu'ils viennent jusqu'à nous, les solutions, je veux dire, les problèmes ont pris quand même une certaine ampleur, mais et même l'ombudsman fait appel à nous pour régler quand même certaines situations quelquefois. Alors, Victoire, est-ce que tu avais encore une question ou c'était la même main? Non, j'avais encore une question en fait, oui. parce que c'est une question qui est souvent revenue de la part des étudiants, puis je crois qu'on connaît déjà la réponse, mais vous avez mentionné au début de la présentation les ateliers qui sont destinés aux membres du corps professoral, et je voulais savoir, est-ce que ce sont des formations qui sont obligatoires ou bien c'est basé sur le volontariat? C'est basé sur le volontariat. C'est ce qu'on nous avait dit aussi. Mais on peut, disons, susciter. Ils sont quand même, oui. Et puis, ce qui nous réjouit, c'est que le niveau, le taux d'inscription à ces ateliers est assez surprenant. Quand même, l'atelier, par exemple, du 18 mars, celui qui vient, on a ouvert les inscriptions il y a à peine une journée et déjà nous avons plus de 70 collègues qui ont décidé de s'inscrire et de suivre cet atelier. Alors, vous allez me dire 70 sur 1100 professeurs, 1200 professeurs, c'est pas énorme. C'est vrai, mais en même temps, c'est beaucoup. Quand on sait toutes les contraintes qui pèsent sur les membres du corps professoral, les agendas extrêmement chargés, d'avoir plus de 70 professeurs, collègues, qui s'inscrivent à cet atelier-là, ben, c'est quand même encourageant. Et pour, évidemment, se sensibiliser à des problématiques ou à des questions qui sont maintenant centrales dans nos institutions universitaires, notamment la question de l'éthique, de la diversité. On est en face d'une grande diversité de public, d'étudiants, une grande diversité d'étudiants et d'étudiantes, et par rapport auxquels nous devons nous assurer d'agir de manière éthique. Donc, de ce point de vue-là, comme disait Mme Bastien, c'est volontaire, mais on remarque qu'il y a quand même un taux d'inscription assez surprenant à ces ateliers-là, ce qui est très encourageant. D'accord, merci beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce qu'on a, peut-être, Mme Poluchino, on vous a rencontré, vous, Mme Bastien et moi, on essayait de bien comprendre les besoins des étudiants, bien comprendre les questions aussi des étudiants, les préoccupations des étudiantes et des étudiants. Et puis, ce qu'on a essayé de faire, Mme Bastien et moi, c'est, on comprend que vous êtes dans un centre de recherche de haut niveau, un centre de recherche de performance quand même, hein, dans un domaine de pointe. Vous êtes dans des centres différents, dans des lieux différents à Québec. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est, tout en, évidemment, prenant en compte que vous êtes un étudiant en recherche dans un centre de recherche dispersé sur le territoire de la Ville de Québec, c'est de vous faire bien prendre conscience que vous êtes d'abord et avant tout un étudiant de l'Université Laval et que vous êtes un étudiant inscrit dans un programme. Et ce programme a une structure. Ce programme appartient à une faculté
qui est organisé, qui a une structure de gestion des études organisée et avec des responsabilités aux uns et aux autres. Et que cette faculté, elle est aussi située dans une institution universitaire. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup par les temps qui courent de la chance de venir sur le campus, mais qui offre une très grande panoplie de services. Et pour les connaître, je peux vous dire que ce sont des services de qualité. Et tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas seul, même si en situation de pandémie, très centré sur la tâche, sur la recherche à faire dans votre centre, vous pouvez avoir l'impression parfois d'une certaine solitude. Mais on a essayé, Mme Bastien et moi, de vous faire prendre conscience que vous appartenez à un grand ensemble. Et que mieux vous allez connaître ce grand ensemble, bien probablement que votre sentiment d'appartenance sera plus grand et que votre expérience aussi d'étudiant et d'étudiante, malgré le contexte de pandémie, sera, souhaitons-le, optimale. Et donc, c'est la perspective dans laquelle nous nous sommes inscrits. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était très, très utile, puis ça cadrait vraiment avec les questions qu'on avait eues des étudiants. Puis ben, moi, ayant pas étudié à l'Université Laval, je connais pas du tout les structures, donc ça m'aide vraiment beaucoup de les connaître parce qu'à ce moment-là, si des étudiants viennent me voir, je peux mieux les orienter. Donc, j'ai vraiment trouvé que c'était extrêmement utile. Alors, je suis réjoui de l'entendre. Et j'abonde dans ce sens-là également. Ça a été très instructif de recadrer un peu le contexte universitaire par rapport au CRC. Je crois que les étudiants, comme vous dites, sont très dédiés à leur performance personnelle dans leur programme, mais il faut vraiment qu'ils soient conscients qu'ils ne sont pas seuls. L'université a énormément de ressources et d'outils, peut les outiller encore mieux pour accomplir leur programme de formation, au-delà du directeur de recherche qui est là comme premier contact, mais il y a tellement d'autres ressources à leur disposition, c'est important là, de bien redéfinir ça et vous l'avez fait en nous fournissant quand même beaucoup d'éléments pour la suite, là. Je pense aussi que les étudiants devront aussi digérer cette information-là, la mettre en perspective de leurs propres outils qu'ils ont ou de leur réseau qu'ils ont, de s'informer entre eux. Et c'est certain qu'on va revenir avec peut-être des questions, des précisions qui vont nous être soulevées par les étudiants. Mais je pense que le message aujourd'hui, c'est de leur dire que on est là, et particulièrement en temps de pandémie, l'université est là pour eux. Et la FESP a beaucoup à offrir pour les aider dans leur cheminement aussi. Victoire, tu avais un... Oui, désolée, c'est simplement que j'ai eu la question de la part d'un étudiant, puis du coup, j'aimerais poser la question s'il reste encore un petit peu de temps. C'est quelqu'un qui se demandait que si jamais il y a un étudiant qui subit du harcèlement de la part de son directeur de recherche et qu'il y a des gens qui en sont témoins à l'extérieur et qui vont voir le directeur de recherche pour dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, est-ce que comment l'étudiant est protégé? Ou si lui désire faire une plainte, comment est-ce qu'il est protégé et il peut s'assurer qu'il n'y ait pas de répercussions vis-à-vis de son directeur de recherche? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'il faut se tourner plutôt vers les bureaux de harcèlement ou est-ce qu'il faut vraiment se tourner vers la direction de recherche puis les instances supérieures? Si je vais répondre à cette question, si vous estimez que vous subissez du harcèlement, la seule chose à faire, c'est de communiquer avec le Centre de prévention du harcèlement. Donc, d'abord, vous pouvez téléphoner, vous pouvez communiquer avec eux par courriel et ils vont évaluer avec vous s'il y a matière. Hein? Bon, évidemment, d'abord, si c'est véritablement au sens de la loi du harcèlement comme tel. Et ensuite, ils vont pouvoir vous guider, à savoir, voici les options qui s'offrent à vous. Vous pouvez faire ceci ou faire cela. Vous pouvez porter une plainte officielle. Ils vont vous guider dans ce que vous pouvez faire. Il y avait, évidemment, ce sont des consultations qui sont confidentielles, évidemment. À partir du moment où vous portez plainte, disons une plainte officielle, vous pouvez être assuré que
que les personnes, l'étudiant vont être protégé, qu'il n'y aura pas de retour contre lui, de quelque personne que ce soit. Très bien, merci beaucoup. Ça, c'est... vous pouvez être assuré de ça. Mais la première chose à faire, c'est de consulter le centre qui, eux, ont l'expertise pour évaluer la situation et vous conseiller. Et si ce n'est pas vraiment du harcèlement, ils vont vous guider où aller, quelles ressources faire pour pouvoir là, régler la situation, quelle qu'elle soit. Okay? Ces services-là sont là pour ça. Il faut les utiliser. Okay. Donc, écoutez, j'étais très contente de pouvoir parler avec vous tous aujourd'hui, malgré mes petits problèmes de communication. Je m'excuse encore, le téléphone, j'ai oublié de le fermer, alors ça sonne constamment. Mais soyez assurés qu'on était très heureux, en tout cas, M. Simard et moi, d'être avec vous. Et si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à communiquer avec nous de nouveau. Que ce soit Mme Pouchimo, Mme Limette, n'hésitez pas. Au centre, j'imagine que vous avez des représentants étudiants. Les représentants étudiants peuvent faire venir d'autres gens de d'autres services là, pour vous parler, prendre une heure pour vous parler. Je pense que ça serait utile. Et même pour les professeurs de connaître les services qui sont rendus de votre centre, ça pourrait être utile aussi. N'hésitez pas à les contacter. Généralement, c'est des gens qui sont très ouverts et qui veulent faire connaître le service et qui vont se donner, là, qui vont prendre la peine et le temps de venir vous rencontrer, de vous voir, là, que ce soit virtuellement ou éventuellement en présence. Mais n'hésitez pas à les contacter. Je suis sûre qu'ils vont vous rencontrer. Ben, merci.